on est parti pour la lecture linéaire, l'explication linéaire de La Princesse de Clèves. Donc, premier mouvement, on a déjà fait l'introduction, tout ça, vous êtes normalement assez bien au point, vous pourrez me reposer des questions. L'apparition d'une beauté parfaite. Il parut alors une beauté à la cour qui attira les yeux de tout le monde, et l'on doit croire que c'était une beauté parfaite, puisqu'elle donna de l'admiration dans un lieu où l'on était si accoutumé à voir de belles personnes. Elle était de la même maison que le vidame de Chartres et une des plus grandes héritières de France. Son père était mort jeune et l'avait laissée sous la conduite de madame de Chartres, sa femme, dont le bien, la vertu et le mérite étaient extraordinaires. Après avoir perdu son mari, elle avait passé plusieurs années sans revenir à la cour. Les 4 premières phrases du texte nous permettent donc d'introduire mademoiselle de Chartres, qui est l'héroïne du passage et du roman, lors de sa première apparition à la cour. J'ai d'ailleurs oublié de remettre la majuscule. Dans cet extrait, on va évidemment insister tout d'abord sur la beauté hors du commun de la jeune femme. C'est vraiment sa grande caractéristique qui va apparaître régulièrement. On répète 2 fois le mot beauté. C'est évidemment des hyperboles avec beauté parfaite. L'adjectif est amélioratif et donc son premier caractère exceptionnel, qui donc la rapproche de la préciosité, d'être plus précieuse que les autres, c'est d'être une beauté parfaite. Alors, c'était une beauté parfaite, c'est une sorte de métonymie, on l'a réduit à ce trait principal, ça va être l'une des autres caractéristiques, elle est un peu réduite à être une héritière, une beauté d'une famille, mais elle n'est pas encore vraiment elle, et le roman va finalement la lancer comme elle-même, elle va progressivement prendre toutes ses décisions elle-même. Donc, l'intensif dans si accoutumé à voir de belles personnes nous permet, avec l'adjectif les belles personnes bien sûr, avec le nom admiration, de constater que même là où on a l'habitude de voir des belles personnes, elle sort du commun, elle est remarquable. On nous a dit sur tous les premiers portraits qu'ils étaient tous beaux, magnifiques, intelligents, etc. etc. On a aussi l'impression que on fait partie de la cour avec le vocabulaire de la vision, cette beauté éblouit, et donc tous les regards sont sur elle avec les yeux, voir, admiration. Admiration, il y a mirare en latin, donc regarder. Enfin, il parut au tout début, j'ai oublié, donc au passé simple, elle apparaît en un instant. Le passé simple, c'est la brièveté, c'est pas lorsqu'on est en train de marquer une apparition longue ou une entrée longue, hein, c'est vraiment comme une sorte de comète qui apparaît dans la cour, et on ne s'étend pas dans le temps. Après, on passe à sa situation nobiliaire, familiale. Elle est reliée à un personnage historique, le vidame de Chartres, qui réapparaît à la fin de l'extrait. Une des plus grandes héritières de France, ce superlatif, va également apparaître à la fin. Elle n'est toujours pas nommée, elle n'a pas de nom finalement avant d'être mariée. Elle n'est pas la princesse de Clèves au départ, elle n'est que mademoiselle de Chartres, et à ce titre pas forcément très intéressante. En revanche, on va revenir donc sur le vidame de Chartres et l'héritage à la fin du texte, une fois qu'on aura, dans la troisième partie, une fois qu'on aura parlé de son éducation. C'est un personnage aristocratique, d'un rang noble, donc elle est apparentée à la maison d'un vidame. Son père est mort jeune, ça veut dire qu'elle n'a reçu l'influence que de sa mère, donc là on rentre dans la préciosité, on est dans un monde féminin, un monde qui se tient à l'écart de la cour et de ses faux-semblants également. Elle avait passé plusieurs années sans revenir à la cour. Ça nous montre aussi le sacrifice de madame de Chartres, à la rigueur, si elle veut vraiment ne s'occuper que de sa fille, donc sans s'occuper d'elle, sans paraître à la cour. Ça peut paraître assez extraordinaire à l'époque, notamment de Louis XIV, à laquelle écrit madame de Lafayette. Elle, après avoir perdu, donc là on a de l'infinitif passé, avait passé du plus que parfait, comme vous l'avez très bien dit. On a plusieurs années, tout cela nous montre qu'on est dans une analepse, c'est-à-dire un retour en arrière, une sorte de flashback. On va nous revenir jusqu'à la toute petite enfance finalement de la princesse en quelques lignes, et surtout pour pouvoir présenter son éducation. On nous propose d'abord son éducatrice avec une énumération de termes amélioratifs, le bien, la vertu et le mérite, et on rajoute un adjectif hyperbolique qui va arriver tout le temps, extraordinaire. Si on le décompose, hein, c'est ce qui sort de l'ordinaire, donc là aussi on est dans
dans la préciosité, il ne faut surtout pas être commune et ordinaire. Euh, on fait on fait un éloge du caractère moral de Madame de Chartres, qui est une femme exemplaire, et donc on va se douter qu'elle va transmettre ses valeurs exemplaires à sa fille. Donc ça, c'est pour le premier mouvement. Pour le deuxième, c'est vraiment l'éducation remarquable. Je ne vais pas tenir sur les 15 minutes si je relis tout le passage, on va dire que vous l'avez bien lu. Au début du texte, on introduisait Mademoiselle de Chartres. Là, on vient plutôt sur son enfance, son éducation, et donc c'est sa mère qui prend le premier rôle et qui devient le sujet des verbes. On avait déjà, dans le passage d'avant, si je surligne, elle a perdu son mari, elle avait passé plusieurs années sans revenir à la cour. On va avoir dans le passage d'après l'absence, et donc tout cela va nous accentuer le sacrifice de la mère et l'absence du père. Donc le sacrifice va arriver avec le verbe donner, donner des soins, etc., donner de la vertu. On a une mère exemplaire qui donne tout ce qu'elle peut en l'absence du père. Ça va être un peu exceptionnel. À l'époque, les filles sont plutôt éduquées au couvent. Les mères sont justement occupées à paraître à la cour. Dans la noblesse, elles n'éduquent pas leurs filles elles-mêmes, ou à la rigueur à des précepteurs, mais ça c'est plutôt pour les garçons à la maison. Donc ici, on a une situation un peu exceptionnelle. Pour autant, elle va être dans les codes au niveau des valeurs. L'obsession du XVIIe, c'est elles doivent être vertueuses. On répète le mot vertu tout au long du texte. Simplement, la méthode de Madame de Chartres, c'est de lui faire aimer la vertu pour lui faire accepter l'éducation qu'elle lui donne et pour lui faire accepter les codes sociaux qui sont de ne pas tromper son mari officiellement. Mais pour Madame de Chartres, c'est justement un peu plus loin que officiellement. Il faut que la vertu lui soit aimable et donc qu'elle aime plus la vertu et donc l'exemplarité, le fait de bien se comporter que les hommes. Cette éducation est assez originale. On va avoir la métaphore de l'âme comme jardin qu'on retrouvera beaucoup au XVIIIe siècle, cultiver son esprit. On a déjà présenté son physique exceptionnel. On va maintenant essayer de montrer d'où elle tient son éducation et son intelligence, la princesse de Clèves donc. La phrase "La plupart des mères s'imaginent qu'il suffit de ne parler jamais de galanterie devant les jeunes personnes pour les en éloigner", elle est au présent, ce qui est assez remarquable puisque du coup c'est un présent de vérité générale. Ça fait comme une réflexion moraliste, vous savez les moralistes du XVIIe, La Fontaine, La Rochefoucauld, on reviendra dessus la semaine prochaine je pense. On a des petites phrases comme ça qui correspondent à des phrases de moralistes qui font la morale, qui réfléchissent sur la morale. Cette phrase en fait partie. J'ai perdu ma ligne. Donc on a le présent de vérité générale qui nous montre qu'on va, critiquer la tendance générale, comme le font souvent les moralistes. Avec la négation "ne parler jamais, s'imaginer", qui est un verbe de croyance, elle montre, Madame de Chartres a une opinion opposée, donc ce sont la plupart des femmes qui sont dans l'erreur. Donc les principes éducatifs sont originaux, ne sont pas les mêmes que les autres. Là encore, on est dans l'exceptionnel. Avec des verbes, elle faisait souvent, elle lui montrait, elle lui contait, elle faisait voir. On a donc une succession de propositions séparées par des points-virgules, avec des verbes à l'imparfait d'habitude, des compléments circonstanciels de temps. Tout ça, ça permet de montrer que l'éducation est fondée sur la répétition et l'accumulation, chose que vous connaissez bien. Et puis on a le vocabulaire de la vue avec la peinture, montrer, faisait voir. Ici, c'est une éducation qui est concrète, qui est fondée sur le dévoilement de la vérité. Ça va être l'opposition à la cour, le rejet de la cour, qui va être acté ici d'une certaine manière. Il faut montrer et non pas cacher, il faut dire la vérité et non pas se contenter d'apparence. Mais on a quand même un peu la devise du XVIIe siècle, plaire et instruire. Elle est en train de l'instruire, mais elle cherche aussi à lui plaire, à plaire à sa fille. Donc on a l'adjectif agréable, le verbe compter et le nom peinture qui nous rappelle qu'il ne s'agit pas seulement d'instruire, il faut plaire également pour pouvoir instruire correctement. C'est ce qu'on retrouve dans les fables de La Fontaine. Je change de vidéo.